Des jeunes maisons d'édition parisiennes, la plupart, sont nées pendant la guerre, soit en Afrique, comme Charlot, soit en zone sud, comme Lafon et Segers. Mais le plus beau tour de force des intellectuels au service de la pensée française, malgré la guerre et à cause d'elle, est sans doute la création en plein Paris, sous le joug allemand, d'une maison d'édition clandestine, les éditions du Minuit. 25 ouvrages pouvaient ainsi paraître, en se moquant de la censure allemande, parmi lesquels le Cahier noir de Mauriac, les anthologies des Loirs et de l'Escure, le Temps mort d'Aveline, le Musée Grévin d'Aragon, le Silence de la mer et la Marche à l'étoile de Vercors. Vercors et Jean Lescure ont accepté de venir vous présenter eux-mêmes les éditions de Minuit. Jean Lescure a beaucoup voyagé. En 1939, il revenait d'Afrique pour publier Le Voyage immobile et prendre la direction d'une revue d'avant-garde, Message. Vercors, qui se révéla grand écrivain avec son récit Le Silence de la mer, était avant-guerre un dessinateur. Je crois qu'il n'a pas renoncé à ses premiers arts puisqu'il annonce des gravures pour un Hamlet. C'est lui qui fut à l'origine des éditions de Minuit. Nous allons lui demander quelles sont les raisons qui l'ont amené, après la Libération, à continuer au grand jour des éditions dont le but était de permettre à des écrivains libres de s'exprimer, ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire n'importe où. Eh bien, nous nous trouvons devant un problème qui n'est tout de même pas sans analogie avec celui qui était le mien lorsque j'ai fondé les éditions de Minuit en 1941. Je les ai fondées, vous le savez, en publiant Le Silence de la mer. Il s'agissait ensuite de savoir si je serais suivi, si j'avais vu juste, si d'autres écrivains n'attendaient que l'existence d'une maison clandestine pour y écrire à leur tour. Les mois qui ont suivi ont été des mois d'attente un peu angoissés. Ce n'est en effet qu'un an plus tard que les premiers manuscrits me sont parvenus. Après quoi, ils se sont précipités, et vous savez qu'à la Libération, nous avons publié 25 volumes. Aujourd'hui, si les éditions de Minuit poursuivent leur carrière, c'est que leur mission, à mes yeux, n'est pas terminée. Elles ont de 1940 à 1944 défendu l'homme contre l'oppression, contre la tyrannie. Elles ont aujourd'hui à sauvegarder le destin de l'individu au sein d'une société qui, quelle que soit la forme ou les formes politiques qui triompheront dans le monde, sera de plus en plus d'essence, comment dirais-je, collective. Notre morale, ou mieux encore notre éthique, est encore celle de l'individu entièrement libre, si je puis dire. Mais on sent déjà que certains mots ne collent plus tout à fait à leur signification d'hier. Et de quels mots, par exemple, voulez-vous parler? Eh bien, ceux de liberté, par exemple, de justice, d'égalité, même de vérité. Et ces mots doivent prendre un sens nouveau que nous devinons, mais n'avons pas encore su tout à fait expliciter. Et c'est à nous de le trouver. Je souhaite et j'espère que les éditions de Minuit réussiront dans cette nouvelle tâche ce qu'elles ont réussi dans la première, c'est-à-dire à réunir autour d'elles des écrivains que tourmente ce même problème, ceux qui sentent que, sauf à trouver cette nouvelle éthique, cette nouvelle morale, l'individu est menacé, et cela partout, même dans les sociétés dites démocratiques, de se perdre de plus en plus dans cette collectivité. Et si nous réussirons dans cette tâche, naturellement, seul l'avenir nous l'apprendra. Mais comment comptez-vous défendre cette position? Ah, comment voulez-vous que je vous précise? Le mouvement se prouve en marchant. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il n'est pas une seule forme littéraire qu'il me semble devoir participer à cette recherche, laquelle ne peut pas être seulement rationnelle. Le roman et la poésie ont autant à dire que la sociologie ou la philosophie. Il n'est pas jusqu'au problème du langage, qui étant à la base même de l'expression, ne soit profondément mêlé à cette recherche, à ces coups de sonde. Mais n'est-ce pas plutôt là le domaine de Jean Lescure? Nous pourrions lui demander de nous indiquer ce qu'il pense à ce sujet. J'ai un peu peur que ce soit un petit cours, un petit manifeste que vous me demandiez. Surtout pas. En tout cas, il est certain que l'exercice du langage n'apparaît plus aujourd'hui à la jeune littérature comme un divertissement esthétique. Ce que Vercors soulignait tout à l'heure, c'est exactement le signe de la littérature contemporaine. Sous ces diverses formes, elle s'efforce de rendre compte de la situation de l'homme dans le monde, et sous ces diverses formes, c'est à une éthique qu'elle tend. Le qui est l'objet, comme vous le savez, du littérateur, de l'écrivain, le langage est susceptible d'être considéré de diverses manières, mais qui toutes sont axées sur le fait qu'il fonde, comme dit Jean-Paul Sartre, mon être pour autrui. Le langage est le lieu de la communication humaine. Sa fonction l'entraîne à répondre de l'homme parmi les hommes, et en établissant des monuments plus ou moins durables d'une situation momentanée de l'homme,
l'entraîne à attester la continuité humaine et à constituer ainsi l'histoire. L'histoire dont il est question ici n'est pas un destin, mais une mesure de l'homme. L'homme ne cesse pas, par son pouvoir de communiquer, de la former. C'est dire que l'histoire n'apparaît pas comme une pente fatale, mais comme une liberté. La conception technique ou scientiste de l'histoire, qui a vu le jour en Europe au XIXe siècle, au moment du développement industriel, n'est plus aujourd'hui le fait de l'Europe, mais comme le disait récemment André Malraux, celui de l'URSS ou celui d'Amérique. L'homme européen échappe à l'optimisme scientiste qui limitait sa liberté. Il lui appartient au contraire de connaître la réalité tragique de sa situation. C'est là le lieu de sa liberté. Est-ce la position qu'a défendue Malraux dans les dernières conférences qu'il vient de faire pour l'UNESCO? C'est très exactement la position que Malraux a exprimée à la conférence qu'il a prononcée le lundi soir pour UNESCO au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Et Sartre lui a répondu quelques jours plus tard, mais en prenant une position un peu différente, je crois. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous voyez que... Je n'ai pas été au courant de la réponse de Sartre. Sartre avait parlé 3 jours plus tôt à UNESCO. Non, Sartre a parlé le vendredi à UNESCO. Et ce qu'il a dit concernait l'écrivain engagé et n'abordait pas très exactement le même problème que Malraux, qui est le problème de l'homme européen. C'est cela. N'est-ce pas? Enfin, de toute façon, c'est, pour reprendre la pensée de Malraux, et qui n'est d'ailleurs pas spécialement celle de Malraux, qui est celle de toute la littérature, enfin d'une grande partie de la littérature contemporaine, c'est la situation d'homme libre, c'est sa situation d'homme libre que l'homme, actuellement, est en mesure de penser, et singulièrement l'homme qui écrit. C'est d'elle, en effet, qu'il rencontre dans sa philosophie. C'est si dissemblable qu'elle soit, l'œuvre de Gaston Bachelard, par exemple, qui dirige aux éditions de Minuit la collection philosophique, l'œuvre existentialiste de Karl Jaspers, que nous allons publier bientôt, décrivent des conduites de liberté et aboutissent à des morales, qui s'efforcent à titre différent de surmonter les obstacles que cette liberté rencontre dans certaines pseudo-philosophies politiques. Que le roman soit si profondément dominé, d'autre part, par l'existentialisme et par la notion de l'écrivain engagé, dont parlait Sartre, n'est-ce pas, témoigne également de cette préoccupation éthique de la littérature. Mais elle est encore plus sensible, à mon sens, dans la poésie. Et là, alors, je connais beaucoup mieux la question, puisque vous le signaliez vous-même. Merci. Et vous signaliez vous-même que je dirigeais une revue d'avant-garde qui s'intitule Message. C'est le lieu du message, c'est la préoccupation essentielle de Message, de signaler que toutes les formes de la littérature contemporaine, non seulement les vers qui traitent le langage, non plus comme le véhicule passager d'une pensée qui lui est antérieure et qui est amenée à lui survivre, mais dans d'autres termes, ce qui est l'objet de la prose, n'est-ce pas, mais comme une réalité singulière, au contraire, un existant mettant en jeu, dans l'irruption de la parole, la liberté même de l'homme, c'est donc l'objet de cette poésie de décrire une conduite de liberté. Non pas un objet, mais une conduite, n'est-ce pas? C'est dans ces formes de littérature que se manifeste le plus vivement la démarche éthique de la conscience contemporaine. Un poème n'a plus pour objet d'exposer une morale, n'est-ce pas? Mais depuis que l'ancien jeu des vers est mort, c'est l'acte poétique lui-même qui est devenu une morale, qui est devenu une discipline. Les critères esthétiques ne permettent plus de rendre compte de la poésie moderne. Ils ont été remplacés par des critères éthiques. Toujours André Malraux, l'autre jour, disait à propos de Picasso que dans les 20 dernières années, il n'y a plus une œuvre de Picasso. Même Guernica n'est pas une œuvre. Picasso ne donne presque plus de titres à ses œuvres, ne donne même plus de titres à ses œuvres, il les date, il leur donne une date. Ce qui importe, ce n'est pas la toile, ce n'est plus la toile qui signifie, mais c'est la succession des toiles. L'engagement du peintre dans une découverte du monde qui s'accomplit par l'accomplissement de sa propre liberté. Il en est de même en poésie. Il est évident qu'il y a une grande leçon dans l'évolution, par exemple, d'un Picasso, ce que l'on retrouve également dans la poésie, en voyant, par exemple, en passant de ses premières souffrances très humaines, et pour arriver à cette vision extrêmement grave du monde qu'il prévoit. C'est ça. Mais cette vision grave représente non pas une sorte de construction a priori et esthétique, elle représente très exactement le cheminement d'une discipline, n'est-ce pas? Eh bien, pour revenir à la poésie, je crois que le meilleur exemple à donner aux auditeurs et leur faire comprendre ce que vous appeliez tout à l'heure un cours et qu'il l'a été presque, ce serait de leur lire. Je crois que vous avez apporté avec vous les épreuves de votre prochain ouvrage, qui a été écrit, je crois, en pensant à votre fille. Oui, en effet. Vous appelez ça comment? Une anatomie du secret. Eh bien, je crois que vous pourriez nous lire un petit extrait, 1 ou 2 poèmes de cette anatomie du secret, et ce sera le meilleur exemple que vous puissiez nous donner. Eh bien, très volontiers. Je ne sais pas si celui-là vous plaira, mais enfin, je vous le lis. Ma maison, ma moisson, ma mendiante,
Année parfaite, anneau perfide, nombre calme, justice t'est rendue sur un autel de chair où la vie sous la mort poursuit ses meurtres doux, lorsque les continents secoués de tueries innocentes parmi la nuit de la colère enfantent dans le sang de durables déserts. Mais voulez-vous nous lire encore quelque chose? Ah bon, je veux bien. Un autre petit poème? Je voudrais vous lire le dernier, peut-être. Eh bien, je vous en prie. Écartelé à 4 horizons, et le sang comme un arbre en fleurs d'une falaise à l'autre de la nuit, déchiré à 4 éléments, et les yeux comme un ciel chargé d'orages, d'océans et de soleil, la terre est son premier travail, l'étendue sa première peur, et l'homme sa seule victoire. Eh bien, il nous reste à remercier Jean Lescure et Vercors d'avoir accepté de venir parmi nous et à souhaiter également et à attendre ce que les éditions de Minuit vont nous donner. Vercors et Jean Lescure vous ont présenté les éditions de Minuit. Écoutez maintenant un extrait de l'ouvrage de Vercors, Le silence de la mer. Quelque part en France, une maison très simple où vivent un oncle et sa nièce. C'est le temps de l'occupation allemande. Un officier de la Wehrmacht réquisitionne une chambre. Il est bien élevé. Chaque soir, il pénètre dans la salle commune et demande la permission de se chauffer près du feu. Il parle aux Français, ceux-ci ne lui répondent jamais. C'est le silence de la mer. À la fin du récit, l'officier allemand Werner von Ebrenacht va quitter ses hôtes involontaires. Il revient de Paris, où ses amis lui ont révélé leur manière de comprendre la collaboration. Werner von Ebrenacht, idéologue et sincèrement épris de la culture française, a perdu ses illusions. Il sait maintenant que l'Allemagne veut l'asservissement de la France. Il a demandé son départ pour le front. Il n'avait pas bougé. Il était toujours immobile, raide et droit dans l'embrasure de la porte, les bras allongés comme s'ils eussent eu à porter des mains de plomb, et pâle, non pas comme de la cire, mais comme le plâtre de certains murs délabrés, gris, avec des taches plus blanches de salpêtre. Je le vis lentement incliner le buste. Il leva une main. Il la projeta, la paume en dessous, les doigts un peu pliés, vers ma nièce, vers moi. Il la contracta, il l'agita un peu, tandis que l'expression de son visage se tendait avec une sorte d'énergie farouche. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et je crus qu'il allait nous lancer je ne sais quelle exhortation. Je crus qu'il allait nous encourager à la révolte. Mais pas un mot ne franchit ses lèvres. Sa bouche se ferma, et encore une fois ses yeux. Il se redressa, ses mains montèrent le long du corps, se livrèrent à la hauteur du visage à un incompréhensible manège qui ressemblait à certaines figures des danses religieuses de Java. Puis il se prit les tempes et le front, écrasant ses paupières sous les petits doigts allongés. Ils m'ont dit, c'est notre droit et notre devoir. Notre devoir. Heureux celui qui trouve avec une aussi simple certitude la route de son devoir. Ses mains retombèrent. Au carrefour, on vous dit, prenez cette route-là. Il secoua la tête. Or, cette route, on ne la voit pas s'élever vers les hauteurs lumineuses des cimes. On la voit descendre vers une vallée sinistre, s'enfoncer dans les ténèbres fétides d'une lugubre forêt. Oh Dieu, montrez-moi où est mon devoir. Il dit, il cria presque. C'est le combat, le grand bataille du temporel contre le spirituel. Il regardait avec une fixité lamentable l'ange de bois sculpté au-dessus de la fenêtre. L'ange extatique et souriant, lumineux de tranquillité céleste. Soudain, son expression sembla se détendre. Le corps perdit de sa raideur. Son visage s'inclina un peu vers le sol. Il le releva. J'ai fait valoir mes droits, dit-il avec naturel. J'ai demandé à rejoindre une division en campagne. Cette faveur m'a enfin été accordée. Demain, je suis autorisé à me mettre en route. J'ai cru voir flotter sur ses lèvres un fantôme de sourire quand il précisa « Pour l'enfer ». Son bras se leva vers l'Orient, vers ces plaines immenses où le blé futur sera nourri de cadavres. Le visage de ma nièce me fit peine. Il était d'une pâleur lunaire. Les lèvres, pareilles au bord d'un vase d'opaline, étaient disjointes. Elles esquissaient la moue tragique des masques grecs. Et je vis, à la limite du front et de la chevelure, non pas naître, mais jaillir, oui, jaillir, des perles de sueur. Je ne sais si Werner von Ebrenacht le vit. Ses pupilles, celles de la jeune fille, amarrées comme dans le courant la barque à l'anneau de la rive,
semblaient l'être par un fil si tendu, si raide, qu'on n'eût pas osé passer un doigt entre leurs yeux. Et Brenac, d'une main, avait saisi le bouton de la porte. De l'autre, il tenait le chambranle. Sans bouger son regard d'une ligne, il tira lentement la porte à lui. Il dit, sa voix était étrangement dénuée d'expression, « Je vous souhaite une bonne nuit. » Je crus qu'il allait fermer la porte et partir, mais non. Il regardait ma nièce. Il la regardait. Il murmura, « Adieu. » Il ne bougea pas. Il restait tout à fait immobile, et dans son visage immobile et tendu, les yeux étaient plus immobiles et tendus, attachés aux yeux trop ouverts, trop pâles de ma nièce. Cela dura combien de temps? Dura jusqu'enfin, la jeune fille remua les lèvres. Les yeux de Werner brillèrent. J'entendis « Adieu ». Il fallait avoir guetté ce mot pour l'entendre. Mais enfin, je l'entendis. Brenac aussi l'entendit, et il se redressa. Et son visage et tout son corps semblèrent s'assoupir comme après un bain reposant. Et il sourit, de sorte que la dernière image que j'eus de lui fut une image souriante. Et la porte se ferma, et ses pas s'évanouirent au fond de la maison. Il était parti quand, le lendemain, je descendis prendre ma tasse de lait matinal. Ma nièce avait préparé le déjeuner, comme chaque jour. Elle me servit en silence. Nous bûmes en silence. Dehors luisait au travers de la brume un pâle soleil. Il me sembla qu'il faisait très froid. Vous venez d'entendre les dernières pages du Silence de la mer, un récit de Vercors.